Seul un oui est un oui et un non est un non. Sachant que moi, j'ai tendance à aller un peu plus loin là-dessus. Ce que je leur dis toujours, c'est un non est toujours un non, un oui n'est pas toujours un oui. Bonjour à toutes et à tous, nous c'est Déborah et Marine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le féminisme, c'est pas un truc de fille. Le féminisme, c'est pas un truc de fille, c'est le podcast Égalité qui va à la rencontre des personnes dont le parcours questionne les stéréotypes de genre et met en lumière les pistes d'action pour combattre les inégalités entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Camille Saltiel, sexologue et consultant spécialisé dans les masculinités, les questions de genre et d'égalité. Camille a fondé Women et œuvre pour promouvoir l'égalité des genres en impliquant activement les hommes dans cette démarche. Et elle anime aussi en ce moment un programme Couple et égalité avec Colline de Senarclan, spécialiste des questions de genre et coach, qui vise à déconstruire les stéréotypes et à favoriser des relations plus équilibrées. Son approche novatrice et son dévouement font de lui une voix incontournable dans le domaine de l'égalité des genres. Avant de se lancer dans cet échange, on aimerait préciser à nos auditorices que lorsque l'on parle d'hommes dans cet épisode, on fait référence au modèle cisgenre et hétérosexuel. De fait, ça ne concerne donc pas l'ensemble des hommes, qui d'ailleurs ne sauraient se réduire à une catégorie homogène d'humains. Ceci étant dit, bonjour Camille, on est super contente d'être avec toi aujourd'hui pour cet échange autour des masculinités. Avant de questionner tout ça en détail, on aimerait déjà commencer par mieux te connaître et revenir sur ton parcours. Encore avant ça, peux-tu nous parler d'une personne que tu admires ? Bon, pour rester dans le thème, c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Je veux dire Victoire Tuaillon. Ouais, je trouve qu'elle a fait beaucoup pour cette thématique-là, donc j'ai beaucoup de reconnaissance et d'admiration pour elle. Et maintenant, pourrais-tu te décrire en 3 mots ? Passionné. C'est sûr que moi j'ai la chance de faire un métier qui me passionne, qui me plaît. Je me vois, et j'ai été décrit plusieurs fois aussi comme une personne hypersensible, donc je suis assez proche, assez au clair sur ce qui se passe chez moi, alors pas toujours évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire ? Obstiné. Et je pense qu'il faut continuer à se battre. C'est sûr que la lutte n'est pas finie. On voit sur plein de thématiques. On peut prendre la question de l'avortement aux États-Unis, qui est remis en question encore ces dernières années. Donc on voit que ces thématiques, elles avancent dans la société, plutôt d'une manière positive. Mais on voit bien que ces avancées-là, elles sont quand même fragiles. Et il faut continuer à rester vigilante. J'imagine qu'avant d'aider les autres, on commence par se regarder soi dans un miroir. Comment s'est passée ta déconstruction ? Avec beaucoup de culpabilité. Oui, je pense que quand on commence à lire sur le sujet, je le vois beaucoup avec beaucoup de mes clients que je reçois sur cette question-là. Une des premières choses, que ce soit le fait de prendre de l'espace, de couper la parole, l'inégalité salariale, la charge mentale, la charge émotionnelle, etc. etc. Je pense oui, il y a une certaine culpabilité qui se crée. Donc moi, je suis aussi passé par là. Donc j'accompagne aussi mes clients sur cette question-là. Moi, ça allait un peu plus loin, c'était d'être blanc, d'être cisgenre, hétérosexuel, bourgeois, donc j'avais un peu toutes les caractéristiques sociales des dominants, donc il y a eu de la culpabilité par rapport à ça. Et après, je pense que la deuxième étape, c'est justement qu'est-ce que je peux faire en fait, être dans l'action plutôt que d'être dans la culpabilité, l'apathie. Qu'est-ce que je veux faire pour essayer de faire évoluer les choses, d'apporter un peu ma pièce en tant qu'allié au mouvement, quoi. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de Women et de sa création ? Avec plaisir. C'était il y a 5 ans maintenant. C'était assez intéressant pour moi. Je pense que c'est arrivé vraiment assez... c'est parti d'une discussion avec une amie en parlant justement de... Je pense qu'elle me parlait, et puis c'était pas la première fois que j'avais cette conversation, de son partenaire, homme, qui était évidemment pas très conscient de son comportement, de son impact sur elle, sur les autres, enfin assez ignorant sur beaucoup de choses, quoi. Et puis je pense pour rigoler, on s'est dit il faudrait qu'il aille faire un cours avec toi, quoi. Donc ça, pas dans le sens où j'ai toutes les réponses, où j'ai tout compris et tout déconstruit, mais plutôt dans le sens où moi c'est un sujet que je connaissais un peu, sur lequel j'avançais. Et puis de cette blague-là, en fait, étape par étape, c'est tiens, en fait, je vais prendre au sérieux cette idée-là, ça me paraît pas mal.
Et puis après, voilà, j'ai été dans un incubateur de projets sur les questions de genre. Donc voilà, 6 mois plus tard, j'avais créé mon entreprise. Et puis, et puis aujourd'hui, ça fait 5 ans. Est-ce qu'il y a eu des moments ou des rencontres qui ont été déterminantes pour toi? Alors, Zoé Blanc-Scudéry, qui est la directrice de Sexopraxis, je pense qu'elle a été une rencontre très importante pour moi. À l'époque, j'étais consultant, j'avais créé ce titre-là, j'avais un petit peu de clientèle, mais évidemment, c'était aux prémices. Hein. Et puis, on en a discuté, elle, dans ce centre de sexo. Et puis, elle a voulu me donner un peu ma chance aussi. Moi, je me suis un peu orienté vers la sexologie après, par intérêt et aussi parce que j'ai remarqué qu'en fait, la sexualité, c'était vraiment une porte d'entrée en fait, intéressante sur les questions de genre et notamment de masculinité. Puis après, je pense que ça va être vraiment toutes mes amies féministes qui m'ont encouragé, qui viennent me critiquer aussi, qui viennent me questionner. C'est super intéressant et c'est un sacré parcours qui apparemment n'est pas près d'être terminé. On espère que ça va continuer. Avant d'aller plus loin, ça nous semble utile de profiter de ta présence pour revenir sur certaines notions. Depuis le début de cette discussion, on a évoqué le terme de masculinité un certain nombre de fois. Alors, masculin et masculinité, est-ce que c'est pareil ? Souvent, ce que moi je vais entendre quand je parle des hommes, je vais parler des personnes qui ont été socialisées en tant qu'hommes. Donc, c'est-à-dire qu'on une construction sociale, donc souvent parce qu'une expression de genre homme, mais pas forcément, mais en tout cas à qui on a inculqué. Donc la socialisation, ça va être ce savoir-être, ce savoir-faire qui est stéréotypé, qui est typiquement réservé aux hommes. Le fait d'être fort, de ne pas pleurer, d'amener la sécurité financière, etc., etc. Masculin, masculinité, c'est vrai que le terme masculin, c'est un terme que j'utilise quand même très peu. Après, masculinité, oui, c'est un thème qui a été conceptualisé par Raewyn Connell, qui est une sociologue australienne, qui parle donc des masculinités, en parlant notamment de 4 masculinités importantes, qui vont être la masculinité hégémonique, qui est donc la masculinité aujourd'hui, elle est très dominante, un peu... qui prend en compte notamment les injonctions à la virilité. La masculinité complice, qui est assez intéressante, qui va plutôt être en fait des hommes qui n'ont pas les caractéristiques stéréotypées du dominant, ni le statut social, mais par contre qui vont propager l'idéologie et les concepts de masculinité dominante. Après, il y a les masculinités marginalisées, donc ça va être les hommes qui vont avoir des caractéristiques qui vont faire en sorte d'être marginalisés dans la société, typiquement les hommes avec handicap. Et après, il va y avoir masculinité subordonnée. Donc subordonnée, ça va être les hommes qui vont sortir de la norme dans leur comportement et dans leur réflexion. À la base, la définition de Connell, c'est ça. Donc, elle va plutôt se concentrer à la base sur les hommes dits efféminés. Donc, il va y avoir plutôt des caractéristiques dites féminines. Après, moi, j'aime bien un peu l'étendre, ce concept, dans justement les hommes qui ont des constructions hors de la norme. Et en fait, je vais plutôt voir ce concept-là comme des hommes qui veulent se réapproprier ce que ça veut dire, en fait, être un homme. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans le métier que je fais. Parce qu'on parle souvent de déconstruction. OK. Et évidemment, il y a des choses à déconstruire, des modes de pensée, des comportements à déconstruire. Mais qu'est-ce qu'on vient construire identitairement derrière ? Et qu'est-ce qu'on veut créer ? Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour plein de personnes être un homme aujourd'hui ? Donc moi, j'aime bien inclure ça dans cette case parce qu'il y a une partie, je trouve, créatrice. Il y a aussi une partie de réappropriation en fait, de ces concepts-là que j'aime beaucoup. Et c'est marrant, c'est assez humain de vouloir mettre les choses dans des cases. Et est-ce qu'on n'est pas en train de justement recréer des nouvelles cases qui véhiculent elles aussi des représentations stéréotypées ? Est-ce qu'on ne devrait pas repenser tout ça un peu en termes de continuum ? Oui. La réponse simple, c'est oui. Après, c'est vrai que c'est, je pense, un des avantages et une des limites des étiquettes, c'est qu'elles nous permettent de comprendre, de catégoriser. On peut voir un peu la même chose, notamment avec les étiquettes qu'on voit dans le mouvement LGBTQIA+. On dit, mais est-ce qu'on rajoute plein d'étiquettes ? Alors après, moi, je trouve qu'il y a un des intérêts que je vois et que j'ai noté pour moi, c'est que ça permet aussi de mettre des mots sur des ressentis. Et dire, tiens, moi, je me ressens comme ça.
je sais pas, un moment avant que le terme, par exemple, pansexuel arrive un peu plus dans l'espace public, je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient oui, moi, potentiellement, j'ai des attirances pour la personne. Le genre, ça rentre pas en ligne de compte. D'un coup, tiens, il y a un terme qui vient nommer comment on se ressent. Donc je trouve que la catégorisation a cet avantage-là. Et la limite, évidemment, c'est de continuer à catégoriser et à nous enfermer un peu dans ces catégories-là. Hein. Et question un peu provocatrice, c'est quoi du coup l'intérêt de redéfinir ces masculinités justement, de déconstruire et reconstruire tout ça? J'aime bien le communiquer comme je pense déjà c'est un intérêt pour eux, pour les hommes déjà en soi. Hein. Moi, typiquement, j'ai mes combats à moi, j'ai mon idéologie à moi, je viens pas leur imposer, je viens pas leur mener mon agenda. La chose que je fais à la base et le travail qu'on va faire ensemble, c'est pour eux. Hein. Quand on va aller, par exemple, sur le fait sur par exemple l'intelligence émotionnelle, typiquement, d'être capable de mieux comprendre, d'avoir meilleure conscience de ses émotions, d'être capable de les communiquer, de partager sa vulnérabilité. Et évidemment que ça leur apporte clairement dans tous les aspects relationnels, qu'ils soient perso ou professionnels. Moi, d'un point de vue personnel, et je m'en suis jamais caché, j'essaye de faire mon humble petite part dans ce grand mouvement-là, d'apporter davantage d'égalité au niveau des individus. En t'écoutant, on se dit qu'il y a aussi beaucoup d'injonctions qui pèsent sur les hommes et que ça peut être lourd à porter parfois tout ça. Pour reprendre le titre du livre d'Olivia Gazalet dont tu nous parlais, cette histoire de virilité semble être un piège pour les deux sexes. Alors attention, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Les hommes, et on parle ici des hommes cisgenres hétérosexuels, ne sont ni exploités ni opprimés par le sexisme, mais ils souffrent d'une certaine façon des conséquences de celui-ci et il nous semble que cette souffrance est un tremplin vers le changement et donc vers ta pratique à Women. On serait super curieuse de connaître un peu mieux les personnes qui poussent la porte de ton cabinet et ce qu'il s'y passe. Bon, oui, et du coup, moi, je reçois, notamment à Lausanne, donc au cabinet Sexopraxis de Lausanne. Moi, je reçois donc que des hommes, en tout cas des personnes qui vont se définir comme telles. Et puis, donc oui, on va travailler ensemble sur les sujets donc, liés à la sexualité. Que ce soit sur les questions de performance, que ce soit sur la réappropriation de la sexualité, que ce soit sur la compréhension aussi peut-être du corps de l'autre. Aussi évidemment des enjeux de communication, de consentement. Je pense que pareil, le thème du consentement, c'est un thème qui arrive un petit peu, de plus en plus dans l'espace public. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension par rapport à ça, donc on va essayer de faire en sorte qu'ils se réapproprient ce thème-là, parce qu'évidemment, il y a la base de seul un oui est un oui et un non est un non. Sachant que moi, j'ai tendance à aller un peu plus loin là-dessus. Ce que je leur dis toujours, c'est un non est toujours un non, un oui n'est pas toujours un oui. Donc c'est pas parce qu'il y a eu un oui verbal que ça y est, il ne faut pas faire attention à l'autre, à l'expression du corps, à comment est-ce que c'est en train de se passer. Donc, mais après, il y a des choses beaucoup plus complexes dans le consentement. Ça va être les réactions émotionnelles, par exemple quand il y a un refus, le fait de bouder, le fait de faire des remarques désobligeantes. Donc moi, ce que je vois aussi dans le consentement, c'est comment créer un espace de sécurité pour que notre partenaire se sente à l'aise de dire non. Donc voilà, c'est des thématiques en fait qui sont plus complexes. Donc la sexualité, on parlait des émotions, clairement, hein, c'est central dans mon travail, que ce soit la conscience de ces émotions, la compréhension, la communication, comment gérer les réactions émotionnelles. En tant qu'homme, stéréotypiquement, la colère, c'est quand même une émotion qui est très acceptée, très autorisée. Et puis dès qu'on arrive sur les autres, c'est quand même moins clair. Donc on va essayer de faire ce travail-là de compréhension. Il y a évidemment la partie relationnelle, notamment pour les relations romantiques. Moi, je travaille aussi beaucoup sur les différentes formes relationnelles. Donc, qui vont dire autres que, alors il va y avoir la monogamie, le polyamour, les relations libres, etc., etc. Donc essayer de questionner un peu les normes en vigueur. Je pense que c'est un peu ça le fond de mon travail. Questionnons les normes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les suivre derrière. Moi, je n'ai pas une préférence après, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans les questions de genre, que ce soit dans les formes relationnelles. Moi, je n'ai pas de préférence en soi. Mais questionnons d'abord si ce sont des modèles qui nous conviennent. Est-ce que tu as une situation qui t'a particulièrement marqué et que tu serais d'accord de nous raconter ?
Ouais. C'était au tout début, hein. C'était un de mes premiers clients assez jeune. Et ça m'avait frappé parce que ce que ça avait provoqué chez moi, c'était beaucoup d'empathie et beaucoup de tristesse par rapport à sa situation. Il vient me voir, il me dit que voilà, il y a 3 à 6 mois, il a fait une rencontre, il est hétérosexuel, et une rencontre, voilà, une personne pour qui il commence à avoir des sentiments, avec qui il se sent bien, en sécurité, et dans une discussion apparemment anodine pendant l'été, c'est allé un peu plus en profondeur, et il a explosé en larmes. Il me dit que ça a duré plusieurs heures. Il me dit aussi que ça faisait sûrement des années qu'il n'avait pas pleuré. Et il vient me voir, je pense avec une demande assez simple, hein, c'est comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé chez moi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai pleuré autant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, je le voyais un peu perdu en fait. Je pense qu'il avait vraiment... ça m'avait rendu vraiment triste en fait, parce qu'avant ce moment-là, je pense qu'il y avait un peu une ignorance sur l'utilité des émotions en fait, dans la vie, dans la communication, dans le relationnel, dans la compréhension de soi. Et d'un coup, ça lui était tombé dessus. Et il voulait un peu partir de zéro et essayer de comprendre. J'avais trouvé ça un peu... je trouvais ça un peu symbolique plutôt des personnes qui viennent me voir, c'est vrai. Et justement, quelles sont les motivations qui poussent ces hommes au changement et à faire ce travail sur soi ? Je pense que... comme je disais, l'exemple que je vous ai donné, je pense que c'est parfois la réalisation, soit à travers l'expérience, là, le fait d'avoir beaucoup pleuré, soit à travers la lecture. Hein. Donc d'un coup, on lit et puis on se dit ah oui, c'est vrai. Ah tiens, moi aussi, j'incarne ça. Moi aussi, tiens, quand il y a des comportements comme ça qui sont décrits, c'est moi ça. On peut aussi me voir justement ce que je disais un peu sur les questions de sexualité, de performance. Et puis, je pense que aussi principalement, c'est de relation à l'autre. Et puis, j'en ai qui viennent me voir aussi, par exemple, typiquement sur la question de la charge mentale. Tiens, j'ai lu sur la charge mentale. Ma partenaire m'a partagé sur le fait qu'elle ressentait la charge mentale. Je la crois, je lui fais confiance. Ok, et qu'est-ce que je fais ? Donc oui, l'idée, c'est de réussir à partager les tâches, mais en fait, derrière, il y a une réappropriation de l'espace de vie, de l'espace domestique. Donc, en fait, c'est plus complexe que juste, tiens, on va faire du 50-50. Donc on essaye d'avancer là-dessus. Et si ça te va, justement, on aimerait approfondir un petit peu ces thèmes, histoire de mieux comprendre un peu tous les enjeux qui y sont liés. Et on se lance avec la sexualité. On aimerait commencer par un petit vrai ou faux avec toi autour des phrases qu'on entend beaucoup dans ce domaine. Donc, être un homme, c'est avoir les choses sous contrôle, ce qui rend les soucis de sexualité très dramatiques pour eux. C'est pas la première partie, c'est faux. Mais la deuxième partie, ce qui rend les choses difficiles, c'est justement cette injonction-là à la base. Donc, mais oui, évidemment, sortir de cette notion de tout le temps être dans le contrôle et puis ces injonctions de performance. Oui. Et les hommes sont centrés sur leur plaisir et les femmes sur le plaisir de l'homme. C'est vrai ou c'est faux d'après toi ? On va dire que c'est plutôt une construction genrée, oui, qui serait plutôt vraie. Dans le sens où, originellement, plutôt les hommes vont être centrés sur leur propre plaisir. Ça va être une vision très centrée sur eux-mêmes de la sexualité. Alors que c'est vrai que dans la construction sociale, notamment des femmes, le fait de faire plaisir à l'autre, on le voit avec la question de l'orgasme, hein, qui est assez prépondérante dans cette vision-là de la sexualité. Donc c'est plutôt vrai. Et en même temps, on voit bien que ce sont des choses qui sont en train d'évoluer. Et même si elles évoluent, ça n'empêche pas qu'il y a toujours des rapports de domination qui sont quand même prépondérants dans la sexualité. Je prends l'exemple du plaisir de l'autre. On voit dans les dernières années, dans les dernières études, que pour les hommes, il y a une prise en compte de plus en plus importante dans leur sexualité du plaisir de l'autre. Et pour eux, inclure le plaisir de l'autre, ça rentre de plus en plus dans leur vision de la sexualité. Positif. C'est quelque chose, c'est une avancée plutôt positive. Et pour autant, ça vient se traduire quand même toujours dans des injonctions particulières, dans le sens où on reste sur une vision assez, encore une fois, égocentrée de la sexualité. Et ce qu'on note aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui vont faire ce qu'on appelle la pression à l'orgasme. Donc parce que, du coup, il faut que leur partenaire ait eu un orgasme, parce que ça vient de leur donner un sentiment de réassurance et de valeur
dans la sexualité, que ce soit pour eux-mêmes ou que ce soit dans leur cercle en tant qu'hommes. Le fait, tiens, je les fais jouir aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vu comme une caractéristique positive. Donc cette transformation-là, qui est à la base positive de la prise en compte du plaisir de l'autre, se transforme en fait en « mais si je te donne du plaisir, ça reste en fait pour moi. Tu dois jouir. Voilà, t'as pas joui, c'est de ta faute. Pourquoi tu jouis pas? Tu te connais pas. Il faut que tu apprennes. » Donc encore une fois, il y a cette déresponsabilisation et encore toujours cette pression sur l'autre plutôt que communiquer, essayer d'explorer tous les potentiels de la sexualité ensemble. Alors justement, est-ce que sexualité égale pénétration? Non. Oui, je ne sais pas si je dois élaborer. Non, la sexualité, c'est bien plus que ça. Et j'en profite ici juste par rapport à ça. Un terme que j'aime très très peu, c'est justement le terme de préliminaire, qui vient laisser penser même que ce n'est pas vraiment de la sexualité, que c'est avant, que c'est une sorte de préparation à la pénétration. Alors non, ce ne sont pas des préliminaires, ça s'appelle bien de la sexualité. D'ailleurs, ça serait intéressant, mais il y a de gros débats là-dessus. C'est quoi la sexualité, Est-ce que c'est lié à l'excitation, au plaisir Donc c'est une question intéressante et qui n'est pas fondamentalement répondue, il n'y a pas de réponse en soi. Je viens juste questionner cette norme. Et aujourd'hui, cette phrase qu'on entend tout le temps, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et comment justement on peut rétablir un peu un dialogue, un safe space pour que les couples se sentent à l'aise de parler de ce qui leur convient, ce qui leur convient pas, etc. Une de mes phrases préférées, sans aucun doute, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Ce discours-là, peut-être on va approfondir un peu plus tard, mais il vient aussi beaucoup de certains mouvements, notamment des mouvements masculinistes, et une vision très traditionnelle des rôles de genre et qui en fait n'est pas OK avec l'évolution de la société et notamment des rôles de genre. Et donc on ne peut plus rien dire dans le sens où, non, en fait des propos misogynes et sexistes sous le couvert de blagues, non. Et d'ailleurs, quand moi on parlait, qu'est-ce que les hommes peuvent faire ? Évidemment, je les encourage à affronter ce genre de discours et à intervenir quand il y a des propos sexistes et misogynes, notamment dans des groupes d'hommes. On ne peut plus rien faire, si, on peut très bien se comporter, avoir des relations avec n'importe qui. Alors par contre, oui, aujourd'hui, on encourage de plus en plus à respecter l'espace de l'autre, à que ce soit dans le consentement. Oui. Mais ça paraît, moi, c'est des choses qui me paraissent tellement évidentes que j'ai quand même beaucoup de mal avec ce discours. Donc après, comment rétablir un safe space ? Moi, je veux bien un peu les écouter sur ces questions-là de pourquoi pas, c'est compliqué aujourd'hui, ils ont du mal à voir ce que ça veut dire être un homme. Mais par contre, ce que je demande aussi en échange, c'est un travail d'écoute. C'est un travail d'introspection, de conscientisation de soi et de ses caractéristiques, oui. C'est pas juste remettre la faute sur l'autre, parce que c'est un peu ça, le fond aussi problématique de cette phrase. C'est que c'est tout le temps les autres, en fait. Il n'y a jamais de responsabilisation. Et ça, c'est sûr que moi, j'ai un problème avec ça. Et on aimerait approfondir un peu plus aussi la question du consentement. Et je trouve que ce qui est violent en tant que femme, c'est que quand on discute entre amis, souvent on réalise, quand on relit un peu notre parcours personnel à la lumière du consentement et de tout ce qu'on dit en ce moment, on se rend compte qu'on a toutes été victimes de près ou de loin d'un rapport non consenti. Et entre hommes, est-ce qu'ils parlent de ces choses-là, les hommes ? À ma connaissance, non, c'est pas un sujet qui est abordé plus que ça. Déjà parce que je pense qu'il y a aussi un évitement de ce côté-là, parce que ça veut dire aussi se confronter à ses propres comportements. Et puis moi, ce que je trouve aussi intéressant sur la question du consentement, pour mettre le focus là sur les hommes que je suis, c'est qu'il y a aussi une ignorance par rapport à leur propre consentement. Et ça, je trouve ça assez interrogeant. Et je pense que c'est aussi une porte d'entrée intéressante pour aborder ces questions-là. Mais comment est-ce que vous aussi, vous pouvez comprendre le consentement dans le sens où c'est une autre injonction dans les sexualités. Les hommes sont censés tout le temps vouloir de la sexualité. Ce n'est pas le cas, évidemment. Il y a des moments où ils n'en ont pas envie. Et évidemment que c'est légitime. Sauf qu'ils vont se retrouver aussi dans des situations... Alors, pas forcément, c'est pas parce qu'ils vont être forcés qu'on va les obliger, mais eux-mêmes, par rapport à la vision qu'ils ont d'eux-mêmes et de leur identité dans la sexualité, je dirais, ils ne vont pas se poser la question. Donc s'il y a leur partenaire qui initie de la sexualité,
ça va être automatiquement oui. Même si, à l'intérieur du corps, je dirais, si on va un peu chercher, c'est un non. Mais ils n'en sont pas forcément conscients. J'ai un exemple là-dessus que je trouve assez frappant. J'ai un client qui vient me voir pour des troubles de l'érection. On fait le travail, on bosse ensemble sur les questions d'érection, les questions de communication, de réappropriation, enfin bref. Mais on fait tout le boulot, super, et puis au bout de je ne sais plus combien de séances, tout va bien. Il a réussi à se réapproprier ça, à comprendre, à communiquer, puis il se sent bien dans sa sexualité, et puis il a retrouvé des érections qui lui convenaient. Et il arrive un moment, il me dit, sauf à ce moment-là. Il me dit, il y a eu juste une fois, tiens, là, j'ai pas compris, j'avais pas d'érection. Je vais creuser un peu ce moment-là, forcément. Je creuse en lui posant des questions. Au bout d'une demi-heure, on en arrive à la conclusion que pourquoi il n'avait pas eu d'érection à ce moment-là, c'est parce qu'il voulait pas de sexualité. Et seul, il s'en serait pas rendu compte. Nous, ça nous a quand même mis un moment pour essayer de bien voir ça. Mais oui, en fait, à ce moment-là, il n'en avait pas envie. Mais sauf qu'à aucun moment, il s'est posé la question, à aucun moment, même a posteriori, il en avait conscience. Mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de chemin, par rapport à ça, que ce soit dans la partie vraiment violente, avec les agressions sexuelles, les viols, mais un peu aussi, comme je disais tout à l'heure, dans la partie peut-être un peu plus subtile, un peu moins grossière du consentement, dans les réactions. Donc tiens, une initiation d'un homme de la sexualité, ça partenait du non, j'ai pas envie maintenant, il va y avoir une réaction, une remarque du type ah bah ouais, mais maintenant on a une sexualité de vieux. Donc alors, c'est évidemment très violent, mais du coup beaucoup d'hommes, je pense, vont pas percevoir en fait la violence de cette remarque-là, et vont pas voir l'impact que ça va avoir en fait sur le consentement dans leur relation, et a fortiori sur le consentement et leur sexualité en général. Moi aussi, ce que je leur dis par rapport à ça, c'est que quand vous recevez un non, un refus dans la sexualité, alors évidemment, peut-être qu'il y a une question de rejet et potentiellement, il y a du travail personnel à faire et psychologique à faire par rapport à ça. Comment est-ce que je gère moi mon propre rejet ? Parce que d'un coup, il peut y avoir des questions de « elle ne me désire pas », etc. Travaillons là-dessus, très bien. Mais en fait, quand il y a une personne qui dit non, quel est le message aussi derrière ? C'est que vous avez réussi à créer un espace où la personne elle se sent assez à l'aise pour vous dire non. Donc en fait, quand vous entendez un non, c'est presque un compliment que vous êtes en train de recevoir. Elle se sent à l'aise de vous dire non, là, j'ai pas envie. Donc en fait, moi je trouve en fait dans le non, il y a quelque chose d'assez positif dans la réception. Et toi, personnellement, avec un retour sur ta propre histoire, est-ce que tu te dis, il y a des moments où j'étais dans la zone grise du consentement ? Ah oui. Ah oui, non, c'est sûr. Et d'ailleurs, un peu comme sur la question du sexisme, une des premières choses que je dis, c'est que bien sûr, moi aussi, j'ai encore des comportements et des biais sexistes. Quand j'étais plus jeune, je pense qu'il y a eu des choses problématiques, typiquement ce genre de remarques-là. Alors, peut-être, chez moi, je pense que ça s'est caractérisé par le fait d'un peu bouder s'il y avait un refus, je pense. Je pense que quand j'étais plus jeune, je boude. Je ne suis pas très content de m'être fait rejeter, donc je boude. Je ne sais pas si j'ai poussé dans ces cas-là, parce qu'il y a aussi souvent ce que je vois, c'est... je ne sais plus où j'avais entendu cette expression-là, un non est une escale sur l'autoroute du oui. Donc ça, c'est des trucs de coach en séduction. C'est une incitation au viol, ça s'appelle. Et je me suis posé une dernière question sur le couple et la sexualité. Est-ce que quand il y a des rapports de domination qui sont déjà présents dans le couple, je sais pas, une mauvaise répartition des tâches domestiques, des choses très parlantes comme ça, est-ce que ce rapport de domination, il se sent aussi après dans leur sexualité ? Est-ce que toi, tu vois ça dans les couples que tu vois ? Je sais qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus que j'avais trouvée intéressante. C'est justement quand il y a une mauvaise répartition des tâches dans la maison, il y a souvent une fréquence de la sexualité qui diminue fortement. Et on aimerait maintenant faire un détour par le concept d'intersectionnalité, qui nous paraît super intéressant. L'intersectionnalité, elle nous rappelle en effet quelque chose de très important, à savoir que les différentes formes de discrimination, c'est pas des phénomènes isolés. Au contraire, ils se combinent, ils se renforcent. Et puis, quand ça concerne la même personne, par exemple, donc la couleur de peau, le genre, l'orientation sexuelle, et en lien avec ce que tu nous décrivais autour de ta pratique,
On peut donc dire que toi, tu travailles majoritairement avec des hommes qui multiplient les privilèges, les hommes blancs, hétéros, cisgenres. Est-ce qu'ils en ont conscience? Est-ce qu'ils s'en sentent coupables? Ceux qui viennent me voir, je pense que la plupart ont une certaine conscience de ces caractéristiques-là. Dans la société, je serais moins catégorique. Je pense qu'il y a encore un évitement de ces questions-là. Et je pense aussi que, psychologiquement parlant, à la fin de la journée, on a aussi envie de se regarder et puis d'avoir une image positive de soi. Et évidemment que venir questionner ces caractéristiques de dominant, ça peut avoir un impact là-dessus. Donc je pense qu'on oublie que prendre ses responsabilités, essayer de se responsabiliser sur ces questions-là, ça ne nous enferme pas dans le rôle du grand méchant, de la mauvaise personne. Et je pense que cet amalgame, il est assez néfaste, en fait. Et que justement, responsabilisation, ça veut dire qu'on peut enfin avancer sur son chemin, déjà pour soi et comme je disais, pour les autres. Et comment tu les aides à trouver un équilibre entre leurs privilèges, dans leur rôle de dominant dans lequel ils ont été socialisés, et puis cette prise de conscience et de responsabilité pour déconstruire justement cette posture? C'est une bonne question. Je pense que déjà, on va essayer d'échanger honnêtement, donc se regarder aussi en face. Et après, je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie un peu de création qui est aussi possible. Moi, une des choses que j'ai toujours beaucoup appréciée en fait dans la question, on va bien dire de la fluidité du genre, c'est que au lieu de répondre simplement aux injonctions qu'on vous a données, vous avez une palette qui est beaucoup plus large. Donc, vous pouvez choisir en fait ce que vous voulez. J'en sais rien. Vous aimez bien porter du maquillage, là on est dans un podcast. Mais moi là aujourd'hui j'ai un peu de fond de teint et de l'eyeliner. Évidemment, on va dire que ce sont les femmes qui se mettent du maquillage. En fait, non. Je leur ouvre le champ des possibles. Oui, vous pouvez aussi porter du maquillage. Vous pouvez porter une jupe, une robe. Vous pouvez être vulnérable. Vous pouvez partager vos émotions. Vous pouvez prendre soin des autres. Vous pouvez prendre soin de vous. Moi, je trouve qu'au contraire, cette question du genre, on parlait de catégorie tout à l'heure et d'enfermement, j'aime bien la voir justement comme un élargissement de l'éventail des possibles. Donc c'est aussi ce que je vais leur proposer, et un peu comme je disais tout à l'heure, déconstruire certaines parties néfastes. Mais clairement, voilà, on va discuter sur les constructions néfastes pour soi, pour les autres, et on va encore une fois construire, déconstruire et construire. Et comment est-ce que moi je peux me sentir à l'aise avec ce que ça veut dire aujourd'hui, comment je peux redéfinir ce que ça veut dire être un homme, et que ce soit, que ça me plaise en fait aussi. Et est-ce que le langage inclusif, ça peut être un moyen d'ouvrir un peu tout ça, justement? Sans l'ombre d'un doute. Moi, je travaille aussi avec des entreprises, avec des institutions sur les questions de langage inclusif, où je donne des formations. Là, je pense que les personnes qui écouteront le podcast auront aussi entendu que c'est quelque chose, on fait attention. Je pense que j'ai dû on n'a pas parlé trop de là-dessus, mais moi, mon identité, c'est plutôt non-binaire, gender fluide. Donc, ça veut dire concrètement, dans le langage, en termes d'accord, il va y avoir parfois du masculin, parfois du féminin. J'utilise beaucoup d'épicènes, comme ça m'évite de faire un choix, ça me va très bien. Donc voilà, je trouve le langage, évidemment, est porteur et reproducteur aussi des formes de domination. Donc, re-questionner le langage. Et ce qu'on va appeler donc le masculin générique, ce masculin qui est censé tout englober, je pense que c'est important. On le voit, on pourra en discuter longtemps, mais on voit que quand on parle souvent, moi un souci que j'ai dans ces discussions-là, souvent avec les hommes sur la question du langage, ils me disent souvent mais pourquoi je veux venir féminiser le langage ? Et j'aime bien leur répondre que je ne viens pas le féminiser, je viens en fait le démasculiniser. C'est qu'en fait, il y a eu une vague de masculinisation du langage. Ça arrivait à peu près au XVIIe siècle avec l'Académie française en France. Donc, à la base, il y avait des termes qu'on réentend aujourd'hui, mais qu'à l'époque, autrice, typiquement, philosophesse, c'était des termes qu'on connaissait déjà. Et il y a eu cette vague-là de ces hommes au pouvoir et qui avaient bien compris aussi que le langage c'était un outil de domination, donc qui ont décidé de le changer. Nous aujourd'hui, on vient juste venir le rétablir et essayer d'apporter davantage d'égalité. Il y a plein d'arguments que je pourrais donner après derrière pourquoi, mais voilà.
m'arrête là. Passons maintenant à un autre sujet qui crispe vite les hommes, celui des émotions. Terra incognita pour beaucoup d'hommes, les émotions sont encore synonymes de vulnérabilité et donc les ennemis à abattre, exception faite peut-être de la colère. En effet, un homme vrai, c'est bien connu, ça ne pleure pas. Si on commence par toi, peux-tu nous nommer 5 émotions que tu as ressenties cette dernière semaine ? De la honte, de la tristesse, de la colère, de la joie, mais je pense que oui, je pense que j'en ai ressenti beaucoup, hein, juste je mets un mot dessus, hein, mais je pense que comme beaucoup de personnes, oui. Mais mettre les mots, justement, c'est quelque chose d'important et qui peut souvent être compliqué. Tu peux nous parler de l'intelligence émotionnelle et de pourquoi c'est un enjeu central pour les hommes aujourd'hui ? Comme tu le dis très bien, déjà venir nommer, c'est le premier travail qu'on va faire. Hein. C'est quoi ? Et aussi même, définir une émotion. Mais elle est centrale dans le rapport que les hommes ont avec eux-mêmes et avec les autres, je pense, parce que les émotions, elles sont présentes et elles sont là, qu'ils le veuillent ou non. Moi, j'aime bien voir un peu la question, souvent je leur donne l'exemple de imaginez vos émotions si vous voulez les enfouir, pourquoi pas, c'est votre schéma à vous, mais du coup, imaginez, c'est comme si vous êtes en train de faire rentrer du plastique dans un sac poubelle. Hein. Alors, vous allez pouvoir mettre le pied dessus, ok, vous allez pouvoir enfouir. À un moment, il n'y a plus de place. Et là, ça ressort. L'exemple, typiquement, qu'on donnait au tout début avec cet homme qui a pleuré pendant des heures, c'est ça qui s'est passé. Il enfouit. Au bout d'un moment, le corps il dit non, plus de place là, je peux plus. Donc elle ressort, et puis elle ressort d'une manière très intense, parce qu'on n'a pas processé petit à petit chaque émotion. D'ailleurs, souvent, ce qu'on va faire aussi, c'est donner des exercices de comment est-ce qu'on processe les mini-émotions, parce qu'il n'y a pas que les grands accès de colère, les grands moments de tristesse, etc. On est tout le temps submergé peut-être pas, mais en tout cas influencé par une modification de notre état de conscience émotionnel dans ce cas-là. Donc c'est comment est-ce que moi, j'ai des outils pour... j'ai eu une journée qui était un peu stressante, qui était un peu dure, j'étais un peu irrité, plutôt qu'aller en fait reporter ça sur mes enfants et ma partenaire ou mon partenaire, est-ce que j'ai une petite technique là que je peux utiliser pour un peu essayer de les processer, de les comprendre si j'ai un peu le temps et puis un peu de les évacuer, quoi. Donc oui, c'est central. Je pourrais en parler encore longtemps, mais c'est vrai, pour revenir aussi sur la question spécifique des hommes, on en parlait un peu tout à l'heure, sur la question de la colère, c'est particulier parce que c'est évidemment l'émotion qui est acceptée, qui n'est d'ailleurs pas tout le temps vue comme une émotion. Je trouve ça toujours intéressant quand moi j'entends des hommes dans leur discours. Une émotion, c'est pleurer. Ok ? Mais donc tout le reste, ce n'est pas des émotions, donc la colère ne l'est pas, ce qui leur permet, pour le coup, consciemment ou inconsciemment, de venir légitimer leur excès de colère, parce que du coup, ce n'est plus être dans un état émotionnel qui est vu comme féminin, donc négatif, vulnérable, donc négatif. Donc quand ils sont en colère, ce n'est pas des émotions, donc c'est ok, c'est bien. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on fait pour venir arrêter en fait de les mettre de côté, accepter que nos émotions, elles sont là, qu'elles ont un impact sur nous-mêmes et sur nos relations. Très bien, on aimerait bien passer un peu de la théorie à la pratique et que les hommes qui nous écoutent puissent aussi bénéficier de ton expertise. Les femmes ont beaucoup pensé le féminin alors que les hommes, en considérant le masculin comme la norme, manquent aujourd'hui d'outils pour questionner leur masculinité. Donc comment les hommes qui nous écoutent pourraient mettre en marche ce questionnement ? Comment commencer ? Je vais dire que la première étape, ça va être... d'essayer d'écouter en fait les autres et d'avoir confiance en leur discours. Parce que je peux entendre que se regarder soi, c'est quelque chose dont on n'est pas habitué. Forcément, on est la norme, on vit tel qu'on est, donc on a du mal à s'extraire en fait de ses comportements et de sa manière d'être. Donc ça me choque pas plus que ça. Donc je pense que la première étape avant d'arriver sur des comportements, ça va être en fin de compte de donner une légitimité au discours des personnes qui vont venir nous confronter à ça et de leur faire confiance sur leur vécu, sur leurs ressentis, sur leur expérience et sur leurs observations. Je pense que s'il y a une première étape avant tout changement du comportement, ça va être celui-là. Et tu parles de l'entourage, à part t'envoyer leur mec en consultation, qu'est-ce que l'entourage pourrait faire pour aider les hommes à déconstruire et reconstruire leur masculinité ? Bon, merci pour la petite promo, je prends. Y a une question que je trouve intéressante d'ailleurs là-dessus, c'est est-ce que c'est leur rôle ? Je considère que ce n'est pas la responsabilité des personnes autour, mais c'est vrai que si elles le souhaitent,
C'est une question intéressante à se poser, hein. Et est-ce que tu aurais une lecture ou un œuvre d'art, un podcast indispensable pour ces questionnements? Si on veut attaquer la partie, si on a plutôt un esprit qui veut intellectualiser, conceptualiser, alors moi là-dessus, j'ai tendance quand même très souvent à conseiller La domination masculine de Bourdieu. C'est pas hyper digeste, hein, ça faut bien l'entendre. Mais par contre, je trouve qu'en termes de concept, moi ça a été un des premiers livres comme ça, quand j'étais en sociaux, qui m'a vraiment permis de comprendre concrètement, parce qu'il y a des exemples concrets attachés à des concepts à chaque fois dans les rapports au genre. Donc ça, moi, ce bouquin-là, il a été central. Virginie Despentes. Hein. Allez, et puis je vais dire Judith Butler, je pense, hein, qui est quand même, qui a réussi en plus à faire ce lien entre les concepts plutôt qui viennent de la socio et elle avec plutôt son expérience en philo. Je trouve qu'elle a réussi à amener ça dans une compréhension de la société. Enfin, voilà, moi j'adore lire. Et après, on a parlé d'Olivia Gazalet. Je pense qu'il y a Victoire Tuaillon qui a sorti il n'y a pas longtemps un bouquin justement qui reprenait un peu les thématiques dans Les couilles sur la table. On espère que notre échange aura été un déclic pour certains des hommes qui nous écoutent pour commencer à se questionner. Si c'est le cas, quel serait ton conseil de quelque chose qu'ils pourraient commencer à faire dès la fin de cet épisode? Alors s'ils sont pour le coup hétérosexuels et en relation, aller questionner leur partenaire. Comment elle se sent? Est-ce qu'elle a des choses qu'elle a vues aller les écouter, les questionner sur comment elles vivent la relation. Je pense que ça va être la première, comme je disais, le fait d'écouter et de faire confiance à l'autre, ça sera la première étape dans le comportement. Après, on pourra parler de la répartition des tâches. Après, on pourra parler de l'intelligence émotionnelle. Après, on peut parler de la communication. Enfin voilà, après, il y a des étapes concrètes dans le comportement. Mais je pense que la base, ça va être vraiment l'écoute de l'autre et l'empathie. Ça serait ma première... Et ça ne demande pas fondamentalement, normalement, trop d'efforts. Hein. C'est que vous rentrez, vous posez la question. Comment tu te sens dans la relation? Comment est-ce que c'est pour toi? Est-ce qu'il y a des choses parfois que je fais qui ont tendance à être difficiles pour toi? Comment est-ce que toi tu me vois? Si je dois évoluer sur des points, quelles sont tes pistes? Enfin voilà, de venir un peu questionner l'autre et de questionner, d'écouter. On arrive à la fin de notre entrevue et pour terminer sur une note plus personnelle et au regard de ton propre parcours qui est un exemple inspirant d'ouverture et de réflexion sur soi, on aurait une dernière question. Qu'est-ce que Camille aimerait dire au petit David? Bon, ça m'émeut déjà un petit peu d'entendre ça parce que du coup ça me met en lien avec mon identité de genre et mon changement de prénom. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Que ce ne sera pas toujours comme ça. Que ce que tu vois à ce moment-là comme des choses négatives, ce ne sera pas toujours le regard que tu as sur toi-même. Qu'il arrivera un moment où peut-être tu auras construit assez de confiance en toi et assez d'estime de toi pour accepter ce qui est positif ou ce qui est négatif, mais accepter que ça fait partie de toi. Et donner moins d'importance peut-être au regard des autres, au regard de la société. C'est juste que moi, je ne correspondais pas trop à la norme, ça n'a jamais été trop le cas. Donc parfois, ça a été un peu compliqué dans mon rapport à moi-même, quoi. Mais je pense que je viendrai le rassurer que ce ne sera pas toujours comme ça. Merci d'avoir été avec nous, Camille, et merci à Traf pour leur son Maudite qu'ils nous ont généreusement laissé utiliser pour la musique de ce podcast. Et surtout, merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. À très vite pour la suite des aventures du féminisme, c'est pas un truc de fille. Il faut continuer à se battre, c'est sûr que la lutte n'est pas finie.